Les réflexions théoriques de Madame Wordsworth, que je n'appelle pas Judith, m'habitent depuis ma thèse, oui, mais surtout depuis que je travaille sur la Nouvelle-France. Donc, ces concepts comme ceux du discours sur la traduction, la fameuse grande question, qu'a-t-il été dit sur la traduction et les traducteurs, les traductrices, et toute la question de la représentation de la traduction et de ses figures. C'est donc la figure du traducteur, de la traductrice et plus précisément ici de l'interprète qui guide mes recherches. Cet automne, j'ai ouvert le livre, son tout dernier ouvrage, et j'ai lu l'introduction « Translational Spaces and the Bridges that Span them », ce qui coïncidait aussi avec l'invitation à venir vous parler aujourd'hui et avec la lourde tâche de me dire « mais de quoi moi je vais parler ?» Je me suis donc pas vraiment lancé le défi, mais je me suis sentie interpellée par certains des concepts qui sont là, qui, bien qu'ils n'étaient pas nouveaux, m'ouvraient de nouveaux horizons. Donc, je parle ici de la métaphore du pont et des fameux espaces de traduction. Et donc, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de vous illustrer comment ces nouveaux concepts-là me permettent de voir de façon différente mon objet. Donc, ça m'a ouvert de nouvelles façons de regarder mon objet d'étude. Je vais tenter d'illustrer comment les concepts de ville-monde, de zone de contact, d'espace de traduction et surtout de pont, des concepts qui sont strictement modernes, peuvent être appliqués à des réalités historiques. Donc, ce que je postule, c'est que la Nouvelle-France peut être perçue comme le premier espace organisé de traduction dans le territoire qu'on désigne aujourd'hui comme le Canada. Je vais explorer comment l'interprétation et les interprètes, le rôle qu'ils jouent dans la mise en place de lieux de rencontre. On va voir que les interprètes ont parfois collaboré à la mise en place de ponts, alors qu'à d'autres moments, ils ont activement pris part à un certain sabotage. Considérant les préoccupations actuelles qui veulent que l'historienne se positionne de manière critique au regard de son objet, je tiens à vous rappeler premièrement qu'il est fort probable que des pratiques d'interprétation aient eu lieu bien avant l'arrivée des colonisateurs européens sur le territoire et que aussi, deuxièmement, je n'adhère pas, je ne cautionne pas l'idée reçue que les explorateurs français aient été de meilleurs colonisateurs que d'autres nations européennes sur le territoire américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud. La Nouvelle-France, c'est un territoire aux vastes frontières ambiguës. On se concentre ici spécifiquement sur la colonie laurentienne, ce que l'on nomme le Canada. Donc, l'histoire documentée de l'interprétation dans ce territoire, elle débute, ce que nous avons retracé, dès les premières explorations de Jacques Cartier, par exemple, et elle s'organise sous Samuel de Champlain. L'interprétation fait donc partie des relations entre les colonisateurs français et les peuples autochtones dès les premières tentatives de colonisation. C'est un fait reçu que grâce aux interprètes, les Français connaissent beaucoup mieux les langues autochtones que d'autres colonisateurs sur le sol nord-américain. On peut penser entre autres aux Anglais et aux Hollandais. Ainsi, les Français créent des liens économiques plus forts, ce qui permet de consolider la Nouvelle-France. On peut donc penser que la prétendue disposition favorable des explorateurs et des commerçants français, c'est en fait le résultat d'un froid calcul économique.
les Français, ils ont besoin de la collaboration des peuples autochtones pour assurer la viabilité commerciale de la colonie. Et ça fait en sorte qu'il y a rapidement des alliances qui se forment. Les premières tentatives de construction de ponts, nous les voyons dès les explorations de Jacques Cartier. Donc, lorsqu'on retourne aux explorations de Jacques Cartier, donc ce fameux personnage qui est censé avoir découvert l'Amérique du Nord en 1534, c'est un événement qu'on nomme la rencontre et surtout, ce qui nous permet de dire que c'est le début de l'histoire documentée de la traduction, c'est qu'à la fin de son premier voyage en Nouvelle-France, Jacques Cartier embarque avec lui 2 Iroquois, les 2 fils du grand chef de Donnacona. Il nous semble important de mentionner que parmi les actes de violence colonisatrice qui sont perpétrés en Amérique du Nord, il y a plusieurs kidnappings, donc des membres des premiers peuples qui sont embarqués vraisemblablement contre leur gré, par la force ou par des subterfuges pour la France. Lorsque Cartier commet cet acte-là, son objectif, c'est que les 2 Autochtones apprennent le français pour faciliter les échanges entre les explorateurs français et les peuples iroquois. Il les destine donc au métier d'interprète. Et un fait particulier chez Jacques Cartier, c'est qu'il est, on le suppose, particulièrement conscient de la nécessité d'avoir recours à des interprètes afin de communiquer avec les peuples du territoire. En effet, il y a Jean Delisle qui affirme que Cartier était lui-même doué pour les langues et qu'il a lui-même exercé le métier d'interprète. Donc, ça nous amène à supposer que, contrairement aux autres acteurs, Jacques Cartier peut, dans une certaine mesure, apprécier le travail des interprètes, de l'interprétation, et qu'il est mieux placé pour comprendre l'importance donc du truchement. D'ailleurs, Cartier va préférer que 2 membres des premiers peuples apprennent le français au départ parce qu'il considère les langues iroquoises comme trop difficiles à maîtriser pour les Européens. On y voit donc, nécessairement à travers un prisme colonisateur, une certaine sensibilité pour les langues, peut-être malgré tout. Non. Les 2 jeunes retournent en Nouvelle-France au printemps 1535, après un séjour de 8 mois sur le continent européen. Donc, ils ont, oui, acquis un français rudimentaire, mais surtout, ils sont habités d'un fort sentiment de loyauté envers leurs concitoyens. Par conséquent, au moment d'agir comme interprète, ils privilégient avant tout les intérêts des Iroquois de Stanakonais. Ils ne collaborent jamais véritablement avec les Français, du moins selon les traces qui restent dans les écrits de Jacques Cartier. Donc, il faut se positionner, c'est sa vision de la chose. Hein. Ils se font donc les porte-paroles de leur peuple, ce qui fait en sorte que du point de vue du colonisateur qu'est Jacques Cartier, c'est une expérience qu'il va juger comme étant non fructueuse. Ce que nous, on retient de cette expérience-là, c'est que certains membres des peuples iroquois, leurs représentants, semblent prendre conscience du fait que les Français avaient besoin d'eux, que leur collaboration était essentielle et qu'ils se retrouvaient dans une certaine position de force. Ils pouvaient être plus exigeants parce que ce sont eux qui apportent les fourrures tant désirées, la fameuse relation économique. À ce moment-ci, je vous dirais qu'il est peut-être un peu tôt pour utiliser l'appellation espace de traduction dans ce contexte de tentative de construction de ponts peu réussi, du moins du point de vue de Jacques Cartier. Mais pour nous, la métaphore du pont s'applique très bien.
il y a rencontre, il y a échange, il y a des représentants de deux peuples différents qui entrent en contact, même si ce sont des considérations économiques qui incitent les colonisateurs et les marchands français à construire des ponts. Il ne faut pas se le cacher, mais nulle part est-il écrit que les ponts qui sont construits doivent toujours se faire avec de bonnes intentions ou dans un esprit d'ouverture à l'autre. Si on fait un saut dans l'histoire, on se retrouve avec Samuel de Champlain et une certaine systématisation d'un espace de traduction. Donc, il est erroné de parler de programme ou d'entreprise de formation des interprètes avant l'arrivée de Samuel de Champlain. Donc, son arrivée ouvre une nouvelle fenêtre de l'histoire de l'interprétation au Canada. C'est à ce moment-là que voit naître ce que Delisle appelle l'interprète résident. Donc, un jeune homme qui va vivre en immersion dans une nation autochtone. Donc, effectivement, au début du 17e siècle, Champlain cherche à établir une colonie permanente. Donc, celui qu'on surnomme le père de la Nouvelle-France, ce qu'il désire faire, c'est mettre sur pied un réseau commercial qui va des Grands Lacs jusqu'à Tadoussac. Il faut donc convaincre les représentants de divers peuples autochtones de faire des affaires, donc ici le commerce des fourrures, avec les Français plutôt qu'avec les Anglais ou les Hollandais. Et ça, c'est important parce que sur le plan géographique, ces derniers sont beaucoup plus proches et donc le commerce aurait dû naturellement se faire avec eux. Ce qui veut dire que Champlain élabore un plan. Son objectif, c'est que de jeunes hommes français qu'il considère dignes de confiance, il les envoie vivre au sein de nations autochtones pour qu'ils apprennent non seulement la langue par immersion, mais aussi la culture et qu'ils se fassent les porte-parole des relations franco-autochtones. Ces jeunes hommes, ces interprètes résidents, jouent un rôle d'agents commerciaux et d'experts des relations. Et ça va fonctionner du point de vue de Champlain, parce que grâce aux connaissances qu'ont les truchements, les colonisateurs, les marchands français occupent une position enviable sur la scène économique. Ça permet la croissance de la Nouvelle-France. Et c'est un plan que Champlain élabore très tôt, en fait, dès son fameux voyage de 1608, où il fonde la ville de Québec. Parmi les interprètes, on peut penser à Étienne Brûlé ou Nicolas Marcellet, qui résonnent dans la mémoire québécoise, mais Champlain, à lui seul, a recruté une quinzaine de truchements. Pour vous donner un exemple, d'une zone de contact temporisée par le travail d'un truchement, on peut se déplacer à l'été 1611. Donc, en juin de cette année-là, Étienne Brûlé est introduit dans les écrits de Champlain après avoir passé l'hiver au sein d'une nation algonquienne. Les attentes de Champlain sont comblées et dans ses journaux de voyage, il raconte « Aussi je vis mon garçon qui vient habiller », note de la présentatrice, selon les coutumes des habitants du territoire, selon leur pays, et me fit entendre tout ce qu'il avait vu en son hivernement et ce qu'il avait appris des dits habitants du territoire. Il sert aussi d'interprète entre Champlain et les différents représentants autochtones parce que Champlain, lui, cherche à compléter ses connaissances géographiques du territoire et que certains représentants des peuples autochtones cherchent à conclure une alliance de protection avec les colonisateurs français. Donc, Étienne Brûlé se retrouve au cœur de négociations afin de créer une alliance entre les colonisateurs français, certaines nations autochtones et des nations avec lesquelles elles étaient en conflit. Donc, c'est à partir de ce moment-là que l'ère de l'interprétation ou des interprètes débute officiellement. Donc, grâce au succès de
d'Étienne Brûlé et d'autres jeunes hommes, on est dans un moment où il y a systématisation de l'interprétation du truchement comme tampon entre les peuples autochtones et les colonisateurs français. Et il y aura multiplication des ponts et des lieux de rencontre à ce moment-là. Et les choses changent avec l'arrivée des missionnaires. Donc, l'histoire nous dit que Champlain a du mal à financer la colonie et qu'il va créer la Compagnie des 100 Canada, la Compagnie du Canada, excusez-moi, et donc la mission, c'est de christianiser les habitants du territoire, répandre la langue et la culture française. C'est donc sous cette visée-là que les missionnaires débarquent en Nouvelle-France dès 1615. Les premiers, ce sont des pères récollets et les jésuites, donc les fameuses relations des jésuites, 1625. Les missionnaires aussi sont confrontés à la barrière de la langue dès leur arrivée sur le territoire. Pour eux, ils vont décrire qu'ils font face à un défi de taille puisqu'ils cherchent à enseigner des concepts qui sont totalement inconnus non seulement des langues autochtones, mais des cultures ou des réalités. On parle vraiment des concepts très chrétiens de Vierge Marie, de Dieu, de Sainte Trinité. Qu'est-ce que les missionnaires vont faire? Dans un premier temps, c'est qu'ils vont faire appel au truchement, donc aux jeunes hommes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce que nous, on a constaté, c'est que les interprètes de la première heure, ceux qui sont arrivés avec Champlain autour des années 1610, donc les personnages comme Étienne Brûlé, comme Nicolas Marcellet, étaient en fait davantage tournés vers les intérêts pécuniers du commerce de la traite des fourrures et moins enclins à collaborer avec les missionnaires récollets. Il semble effectivement que la majorité des truchements entretenaient une certaine forme de méfiance quant à l'arrivée des missionnaires. On aurait pu, et j'ai naïvement supposé que c'était dans un effort de préservation des modes de vie, des cultures autochtones. Mes recherches tendent à dire que c'est dans un intérêt purement pécunier. Les truchements cherchent à maintenir mainmise sur le commerce des fourrures. Et voient d'un mauvais œil l'arrivée des missionnaires qui, eux, cherchent avant tout à convertir les habitants du territoire et donc les mener vers la sédentarité. Et puis, ce qui viendrait complètement, et ce qui vient d'ailleurs complètement changer les dynamiques qui ont lieu à l'époque. Ça fait donc en sorte que des grands personnages comme le frère Gabriel Sagard va se plaindre de situations où les différents truchements s'allient et refusent minimalement d'apprendre aux missionnaires les langues autochtones. Donc, je n'ai pas retracé encore de traces où les truchements auraient refusé d'interpréter, mais minimalement, le frère Sagard dit clairement que les truchements refusent de lui apprendre les langues. Ça crée donc des zones de contact additionnelles, l'arrivée des missionnaires, qui n'étaient pas là avant, puisque contrairement aux marchands, aux explorateurs, aux colonisateurs, ces derniers ont pour objectif d'aller à la rencontre des nations autochtones, des premiers peuples. Et ce qu'on remarque des deux passages, c'est que le frère Sagard cherche à apprendre une langue autochtone, probablement le huron, puisque c'est là qu'il a fait ses missions, dans l'objectif de pouvoir communiquer directement avec eux sans avoir recours à un intermédiaire. Donc, on est dans une dynamique qui me semble particulière et que je souhaite explorer davantage avec la métaphore des espaces de traduction, des zones de contact et des ponts. Nous avons des missionnaires qui cherchent à établir des ponts que l'on peut juger de plein de façons, en fait, avec des peuples autochtones et
des gens qui avaient l'habitude de servir comme intermédiaires, comme truchements, qui viennent directement saboter ces objectifs-là de rencontre, se plaçant entre les deux. Et comme je vous dis, j'aurais aimé dire que c'était dans un objectif de préservation des langues. C'est probablement dans un objectif purement économique. En guise de conclusion, je me rends compte bien rapidement qu'on ne peut pas qualifier de ville-monde les campements européens des 16e et des 17e siècles. Par contre, ce sont des espaces où se côtoient différents acteurs, différentes langues aussi, différentes cultures, des zones de contact où divers acteurs ont cherché à construire des ponts avec les peuples autochtones, des espaces de traduction qui sont temporisés par des truchements. Cela dit, ce sont des considérations colonialistes, économiques et religieuses qui sont à l'origine de ces ponts-là. Ils sont loin d'être érigés dans un esprit d'ouverture. Il nous semble évident que l'on assiste à la mise en place, l'établissement à ces moments-là de la dynamique colonisateur-colonisé qui traverse l'histoire du Canada. Je suis arrivée avec des nouveaux horizons, des nouveaux concepts, espaces de traduction, pont. Je repars du colloque aujourd'hui avec un nouveau concept à explorer. J'en parlais à Daniel sur l'heure du dîner, qui me permet de probablement mieux me positionner moi comme sujet bénéficiaire indirect.